Il y eut une ferme, il y a un jardin. Il y a un lieu, ce lieu, et des temps pour ce lieu. Il y eut une ferme, un long temps d'activité. Plusieurs générations de sœurs y ont travaillé pour faire vivre la communauté. Il y eut un temps où nos forces manquèrent, un temps de silence qui, peu à peu, recouvrit ce lieu, un temps un peu sombre. Jean-Paul II a dit « l'homme est la route de l'Église ». Voilà, la route de l'Église, c'est l'homme. Donc tout ce qui est au service de l'homme, de l'humain, de la personne humaine, nous, on se sent forcément concernés. On ne peut pas tout faire, on est une communauté contemplative, notre vie c'est la prière, c'est le travail, c'est la vie en communauté, c'est l'accueil dans une certaine mesure, mais c'est vrai que ce qu'ils font, on ne pourrait pas le faire. Là où on se retrouvait beaucoup, c'était sur cet espace de gratuité qui est qu'ils accueillent les personnes comme elles sont, ils essayent de les remettre debout, mais ils n'essayent pas de les remettre dans le circuit de l'agriculture absolument. Ce qu'ils veulent, c'est qu'elles retrouvent un chemin. Et ça, pour nous, c'était le plus essentiel. Il y eut un temps de questionnement. Jardin de Cocagne, qu'est-ce que c'est ? Il y eut un temps pour la rencontre, un temps de découverte, de partage de ce qui nous fait vivre dans nos diversités, mais unis dans le service de l'humain, en toutes ses dimensions d'être et de vie. Il y eut un temps pour franchir des étapes, faire que le projet prenne corps. L'idée est partie de Jean Genkel, en fait, qui était directeur adjoint de l'association Julienne Javel, et en fait qui se retrouvait avec des agriculteurs en difficulté qui sortaient un peu du bois quand le RSA est né, en fait, le RMI. Donc lui, il a rajouté le volet insertion, il a créé le jardin de Cocagne, donc qui à l'époque qui fonctionne toujours, hein, sur 8 hectares. Avec une vingtaine de personnes en insertion, avec un principe d'adhérents consommateurs, avec livraison de paniers toutes les semaines, de paniers de légumes bio. Et les premiers jardins, donc, qui sont Avignon, Blois, Besançon, Thaon-les-Vosges, Rennes, décident de créer une association, le réseau Cocagne. C'était vraiment la notion de partager ensemble et de mutualiser nos pratiques. On va travailler tous ensemble et on va s'améliorer ensemble, on va améliorer ensemble nos pratiques, chacun amenant à l'autre. Et quand les sœurs ont souhaité vendre cette ferme, elles ont appelé la communauté d'agglo en disant voilà, on souhaite vendre notre ferme, mais pas n'importe comment et à n'importe qui. Est-ce que vous auriez des idées de potentiels repreneurs ? Et la communauté d'agglo, donc M. Le Gall, avec lequel on travaille toujours étroitement, nous a contactés en disant écoutez, nous on a quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. On n'a pas choisi de laisser la ferme. Je pense que c'est vrai que la diminution du nombre des sœurs, des forces, a fait qu'il fallait trouver une autre solution. Mais d'un autre côté, la communauté est encore très dynamique et souhaitait vraiment garder à la ferme son caractère agricole. Je crois qu'elles ont construit la communauté, elles ont monté les tuiles jusqu'au clocher. Et ça reste une idée forte que cette abbaye, on ne peut pas la démembrer comme ça. Il faut que, même si on se réduit, même s'il y a une certaine fragilité, on reste maître de ce qui peut en sortir. Qu'allait-on faire de ce bâtiment ? Et puis c'est un bâtiment assez particulier, donc assez grand, alors qu'il peut intéresser des collectivités locales, mais plus pour des événements culturels et qui, nous, ne rentraient pas tellement dans notre manière de vivre la vie monastique, où il fallait quand même un certain silence. Et puis après, rapidement, ça a été une question de personnes, en fait, de rencontrer en face de nous des personnes avec qui on pouvait vraiment partager ou se sentir sur une certaine longueur d'onde. On s'est dit oui, on peut aller plus loin, quoi. Ça, c'était très, très beau. Il s'est passé à peine un mois entre le premier message que j'ai reçu et la première rencontre avec M. Henkel. Et c'est vrai que là, sur cette première rencontre, on a senti qu'il y avait quelque chose de possible après. Le projet a été accepté. Ensuite, il a fallu se rencontrer et décider comment on allait travailler ensemble. Entre le moment où on s'est rencontrés, donc on s'est rencontrés en 2009, et aujourd'hui, il y a quand même eu 4 ans.
de collaboration, de lenteur, de complications et de difficultés qu'on a partagées ensemble. On s'est beaucoup accompagnés, on a été beaucoup accompagnés par nos partenaires divers et variés qui nous ont épaulés dans cette difficile acquisition. Alors je pense qu'on a des valeurs communes, en effet, donc qui ne sont peut-être pas écrites de la même manière. Mais je pense qu'il y a l'homme au cœur de nos valeurs, et puis la terre, puisque mon sœur Josépha, qui a cultivé pendant 10 ans, elle a sa cellule qui donne sur la ferme et elle est tout le temps en veille. Et puis les sœurs ne souhaitaient pas aussi, parce qu'on est quand même très proche de l'abbaye, elles ne souhaitaient pas non plus avoir des gens qui un beau matin fassent une boîte de nuit. Voilà, donc il y a aussi un engagement moral qui s'est fait. Alors ça, nous, on n'a jamais signé. Enfin, on ne peut pas signer un papier en disant on ne fera jamais de boîte de nuit, mais en même temps, il y a un engagement moral. Elles savent très bien que ce projet, on le tiendra dans ce qu'il est. Enfin, les valeurs qu'on porte, c'est celles-ci, et on ne transformera pas ce lieu un jour ou l'autre en boîte de nuit, c'est sûr. Sur le fait que ce soit une femme et qui a essayé de comprendre ce qu'on vivait un petit peu à travers les différents contacts, avec humour aussi, on a beaucoup ri, mais on a essayé de se comprendre, de comprendre ce qu'une communauté de femmes peut vivre. Peut-être c'est plus... ou les peurs qu'on peut avoir, ou les réticences qu'on peut avoir par rapport à des changements, des projets. C'est vrai, le grand respect. Oui. Puis elle a une qualité d'empathie aussi, je dirais. Elle sent les choses, Donc elle y est allée aussi avec tout son cœur. Ça n'a pas été des négociations un petit peu techniques autour d'une table. Il y a aussi plein de choses qui se sont passées par cette empathie mutuelle de ce qu'elle nous voyait vivre, ce qu'elle nous sentait vivre, et nous, ce qu'on sentait qu'elle voulait vivre à la ferme. Donc ça s'est fait aussi beaucoup... Bon, j'avais pas d'idée sur les communautés religieuses. J'ai rencontré des femmes extrêmement dynamiques, intelligentes, pertinentes, volontaires, batailleuses. Parce que c'est vrai que vendre cette ferme pour elles, c'était aussi perdre un élément de leur site, puisqu'en fait, cette ferme ne fonctionne plus depuis 10 ans, mais la sœur Josépha, qui est encore présente, la sœur fermière, a fait fonctionner cette ferme qui permettait à la communauté de vivre totalement en autarcie. Ici, c'est le plateau de Saclay, donc comme vous le savez, c'est le Grand Paris. Une pression foncière terrible. On est arrivé au moment où le Grand Paris démarrait, où il fallait sanctuariser 2300 hectares de terres agricoles. Donc on est au cœur de ces 2300 hectares, avec des enjeux, forcément, avec des postes qui risquaient de changer. C'était une des premières difficultés. Deuxième difficulté, on est sur un site doublement classé, donc site classé de la baie de la Bièvre. Donc en site classé de la baie de la Bièvre, c'est la vue qui est classée. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre un truc qui dépasse et qui va gâcher la vue. Et on est classé en même temps monument historique. Donc j'ai rencontré Sœur Claire-Marie en décembre. On s'est dit, en juin, le jardin de cocagne démarre. C'est à peu près les temps dans lesquels on monte un jardin de cocagne. On s'était dit, on va démarrer le jardin et puis après on verra. Sauf que quand on a rencontré les architectes des bâtiments de France, eux, ils n'ont pas dit on vous démarrez puis après on verra. Ils ont dit vous allez vous installer sur un site classé. Donc soit vous êtes capable de nous amener un site totalement finalisé, c'est-à-dire nous on va décider de ce site, de oui ou non de l'acceptation de ce site. Si c'est non, tant pis. Si c'est oui, vous pouvez démarrer votre jardin. Donc en fait, on s'est dit il va falloir qu'on commence par notre permis de construire. Alors sur le plateau de Saclay, tout est très compliqué. En même temps qu'on trouvait des financements, en même temps qu'on menait le permis de construire, en même temps qu'on avait l'autorisation de forage, en même temps qu'on demandait la modalité de conventionnement puisqu'on est chantier d'insertion. Donc on doit aussi avoir l'autorisation de monter ce chantier, donc on doit avoir l'autorisation du Conseil général et de la direction du travail. On devait mener tout ça de front sans avoir la certitude que l'un ou l'autre ne nous dise pas non. Les sœurs, on s'est beaucoup tenues parce qu'en fait les sœurs, elles ont quand même attendu 3 ans sur un projet. Jusqu'en novembre 2012, elles n'avaient aucune certitude qu'on puisse acheter ce site. Donc ça veut dire qu'elles attendaient sans avoir la certitude qu'on puisse l'acheter et dans l'obligation, si jamais on n'arrivait pas à l'acheter, d'être obligé de trouver une autre solution qui pouvait reprendre autant de temps. Donc les sœurs, elles sont vraiment en très grosse difficulté financière, elles ont déjà leur toit à refaire et l'argent de ce site permettait en fait de mettre hors d'eau en fait une partie de leur bâtiment. Alors après, quand on a eu toutes nos difficultés quotidiennes, on a été beaucoup appuyé par des partenaires locaux, donc en particulier la communauté d'agglo.
Moi, j'ai travaillé avec des gens qui étaient ou des fonctionnaires, par exemple à la direction départementale de l'agriculture, à la communauté d'agglo, à la direction du travail, mais qui à un moment donné sont sortis de leur rôle en fait et se sont mis au service du projet de manière bénévole en dehors de leur temps de travail, qui ont permis de mailler une espèce de sympathie et de portage du projet qui a permis aussi de lever certainement des barrières et des difficultés. Mais je dirais que ce projet, il a amené un supplément d'âme. C'est vrai que pour nous, c'est aussi tout un chemin, parce que l'accueil, selon la règle de Saint-Benoît, c'est quelques hôtes ou des groupes qui viennent au monastère et qui repartent. Là, c'est une forme d'accueil assez différente quand même, puisque c'est quand même dans notre, effectivement, intramuros, hein, c'est vraiment dans nos murs. Et donc, c'était une autre... on passe d'une vie un petit peu justement délimitée dans un espace bien clos où il n'y a que la communauté, à un partage de cet espace avec un autre groupe de personnes. Donc c'était une démarche, et c'est justement pour ça que de sentir et là ça a été effectivement une question de rencontre, que le courant passait, parce que vraiment on peut dire ça comme ça, le courant passait, et qu'on pouvait envisager de franchir ce pas qui pour nous était quand même important dans notre histoire. Surtout, voilà, on est des moniales cloîtrés, donc il y a une idée aussi effectivement d'être seul dans notre espace. Bon, même si on redéfinit les espaces, que chacun soit bien dans son espace, la proximité c'était vraiment quelque chose de nouveau, quoi. Donc elles avaient quand même une dimension philosophique dans le projet qu'elles étaient en train de développer. Et c'est vrai que quand elles présentent leur projet, c'est un rayonnement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui rayonne et qui s'étend sur un territoire. Et la relation et le projet qu'on a monté ensemble, ça a vraiment cette forme-là. C'est quelque chose qui était tout petit et qui a grandi et qui rayonne un peu sur tout le territoire et qui génère aussi quelque chose de très positif, hein, je crois. Et donc je me dis, les personnes qui viennent travailler au jardin de Cocagne, elles font maintenant, c'est bien qu'elles fassent partie de ce paysage démographique sur le plateau de Saclay. C'est encore une autre dimension qui sinon risquerait de passer complètement, et finalement de ne pas être très humaine. Chacun, les scientifiques dans leur laboratoire, les agriculteurs dans leurs champs et les sœurs dans leur chapelle, et voilà, et de se dire tiens, il y a peut-être quelque chose là aussi dans le respect de la vie de chacun, et de dire faire plus que se partager l'espace. Qui pouvons-nous être sur ce plateau? On ne va pas faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, mais accueillir des personnes dans le silence, proposer des espaces de réflexion, de se poser, mais on reçoit aussi. On peut donner, on peut recevoir. Après, au niveau des infrastructures, du silence, il peut y avoir des risques, mais d'abord, on est dans la zone agricole, et puis c'est aussi un défi, donc ça veut dire aussi qu'il faut se positionner, il faut réfléchir, mais c'est aussi une chance pour la communauté. Qu'est-ce que Saint-Benoît, à travers le texte de la règle, qui est effectivement du 5e siècle, qu'est-ce que ce texte nous dit pour aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a un jardin, il y a du travail, de l'espoir, de la solidarité, plein de projets encore. Tout va pousser, tout va se développer dans les champs, dans les bâtiments, et surtout en chaque personne. Et pour cela, il faut cultiver côte à côte tout ce qui nourrit et fait grandir l'être humain.